Bonjour à tous, salam alaikum. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur l'avortement. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet et je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas encore vues. Donc c'est Être musulmane et avorter du 1er mai 2020 et la vidéo Avorter égale tuer des enfants du 13 octobre 2021. Je pense qu'on est très nombreux à être pro-life, à être contre l'avortement et je pense que c'est très important qu'on fasse entendre notre voix. Donc maintenant qu'on est contre, la question c'est qu'est-ce qu'on peut y faire? Que peut-on faire contre l'avortement? La première chose qu'on peut tous faire, c'est prier. Et prier, c'est primordial. C'est l'une des plus grandes solutions puisque Dieu est omnipotent. On prie pour l'humanité, on prie pour les opprimés, notamment pour nos frères palestiniens et ouïghours. On prie pour les miséreux, les malades, pour notre communauté, pour nos morts. On peut également prier pour les enfants à naître. Il faut savoir qu'en 2021, il y a eu 42,6 millions d'avortements dans le monde. Notons qu'en 2021, tous les décès, toutes causes confondues, pathologie, accident, suicide, s'élèvent à 51,8 millions. Et l'avortement à lui seul comporte 42,6 millions de morts d'innocents. C'est la première cause de décès dans le monde, et l'avortement tue 25 fois plus que le Covid. On se rend compte à quel point on a peur du Covid, à quel point c'est une crise sanitaire d'ampleur mondiale, une pandémie. Et à côté de ça, on passe à côté du fait que l'avortement tue 25 fois plus. C'est un véritable génocide. Donc oui, je pense qu'on se doit, à mon humble avis, de prier et d'implorer notre Créateur de préserver ces vies innocentes d'enfants à naître et de faciliter les femmes enceintes, afin qu'elles puissent les garder, afin qu'elles puissent les éduquer dans l'islam. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut tous faire, à mon humble avis, c'est de se documenter et d'enrichir ses arguments. Pour bon nombre d'entre nous, c'est une évidence d'être contre l'avortement. Et souvent, ça l'a toujours été. Ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs, c'est de voir quel a été le cheminement de ceux qui étaient pour à un moment de leur vie et qui maintenant ont changé et sont devenus profondément contre. Donc d'ailleurs, si c'est votre cas, je vous invite, si vous le souhaitez, à témoigner dans les commentaires. Personnellement, j'ai toujours été contre, mais ce qui m'a convaincue de devoir militer contre l'avortement, c'est ma profession, puisque je travaille dans le domaine de la santé et je me suis rendu compte à quel point on était tenu dans l'ignorance et manipulé sur ce sujet, notamment sur le lien exigu qui existe en fait entre les contraceptifs et les abortifs. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'intitule Face cachée de la contraception. Je l'avais faite le 30 mai 2020 et je vous invite à la regarder aussi. Donc, quels que soient nos cheminements respectifs, ils ont contribué à notre conviction actuelle et à notre argumentation. Être contre l'avortement, c'est une vérité tellement indubitable qu'à mon sens, tous les arguments, en fait, sont divers, variés, multidisciplinaires. Tous les chemins, on dit que tous les chemins mènent à Rome. Non, tous les chemins mènent à la vérité. Tous les chemins mènent à la condamnation de l'avortement. Que ce soit les sciences exactes, la philosophie, l'éthique, la politique, ça mène à la condamnation de l'avortement. L'islam lui-même englobe toutes ces sciences et toutes ces disciplines. Et c'est notre réflexion et notre logique qui nous permettent de les saisir et de construire une argumentation solide. Puisque d'ailleurs, les pro-IVG nous accusent de simplistes. Puisqu'en effet, le principe même de protéger la vie, c'est simple, c'est vrai, c'est légitime. On va dire que c'est simpliste, mais justement, si c'est simple, on devrait tous en avoir conscience. Donc pour ce qui est des documents, je vais en citer quelques-uns. Après, bien sûr, j'ai encore beaucoup de travail à faire, comme nous tous, parce qu'on peut toujours parfaire notre connaissance sur ce sujet et se documenter et lire des livres, etc. Donc pour les documentations que je peux partager avec vous, je vais énumérer donc les survivants, la Marche pour la vie, Alliance Vita, la Fondation Le Jeune. D'ailleurs, c'est Émile Duport qui a fondé ce mouvement activiste des survivants en 2016. Émile Duport est un militant pro-vie. Et donc sa fondation, les survivants, fait référence à ceux qui sont nés après 1975 et qui en fait ont été menacés de mort avant même de naître. Émile Duport est également porte-parole de la Marche pour la vie, une manifestation annuelle parisienne contre l'avortement. Dans une de ses vidéos qui s'intitule « Le meilleur IVG, c'est celui qu'on évite », il donne ses arguments.
Je vais faire une petite synthèse. Donc tout le monde est affecté par l'avortement. En effet, c'est un sujet qui nous concerne tous. Il ne concerne pas que les femmes enceintes. On a tous été un embryon à un moment de notre vie, avec un risque sur 5 de ne pas naître. Car actuellement, en France, il y a 220 000 avortements pour 800 000 naissances. De plus, malheureusement, beaucoup de gens ont un frère ou une sœur qui a été avorté. Le fait d'être enceinte, c'est toujours une épreuve, c'est normal d'appréhender l'avenir, mais bien sûr, ça ne justifie pas de vouloir fuir cette épreuve. Avoir un enfant, c'est aller vers l'inconnu, et ce qu'il faudrait en fait, ce qui est important, c'est de changer de regard sur l'inconnu. Il faut proposer des solutions alternatives aux femmes enceintes, faire preuve de solidarité, et même si on ne revient pas sur la loi, c'est là que c'est important, même si on ne revient pas sur la loi, on peut diminuer le nombre d'avortements. Un embryon n'a pas de voix pour se défendre. Il est vu comme un mystère à l'intérieur du corps de la femme. Et malheureusement, on vit dans un contexte où les femmes ont beaucoup de pression sociale, familiale, pour avorter. D'ailleurs, force est de constater que l'avortement est pratiqué dans des sociétés individualistes, consuméristes, où il y a un niveau de vie élevé et riche, puisque en fait, ils s'enferment dans leur zone de confort, et quand on s'enferme dans sa zone de confort, on n'arrive plus à penser à l'avenir et donc à la génération future. Il ne faut pas oublier que les enfants, dont les enfants à naître, sont l'avenir de ce monde. Donc là, j'ai repris quelques arguments d'Émile Duport que bien entendu je partage. Je vous invite d'ailleurs à visionner ses vidéos et son travail de communication pro-vie. Ensuite, il y a Alliance Vita, qui met davantage l'accent sur la souffrance des femmes qui vont avorter, qui a remis en lumière un tabou, à savoir le syndrome post-abortif. L'avortement, c'est une violence faite aux femmes, qu'il faut prévenir par tous les moyens. C'est une partie d'elle-même qui est arrachée, c'est très traumatisant. Alliance Vita traite également du point de vue des hommes, des pères, et qui cette partie est arrachée aussi, cette partie d'eux-mêmes est arrachée sans même qu'il n'y voit au chapitre dans la loi française. Malheureusement, la loi française ne demande pas l'avis des hommes sur l'avortement. Une femme peut avorter sans l'accord de son mari ou sans l'accord du père de son enfant. Ensuite, il y a la Fondation Le Jeune qui met en garde sur d'autres domaines, et c'est là que c'est intéressant, puisque l'avortement ouvre aussi la voie à l'eugénisme et au transhumanisme. Puisque l'humain est le résultat d'une construction, d'un choix, d'un désir dans leur délire, on va dire, parce que bien entendu, l'humain n'est pas le choix d'un désir, mais dans l'idée de l'avortement, l'humain n'est que le choix, n'est que le résultant, en fait, le résultat d'un choix. Donc forcément, puisque un enfant, ça serait un choix, dans ce cas-là, ils peuvent modifier son ADN, ça peut ou trier, ne serait-ce que trier les embryons, déjà, c'est une forme d'eugénisme. Avorter les enfants malades, c'est une forme d'eugénisme. Donc ça peut aller plus loin. C'est vrai qu'en 2018, il y avait des bébés OGM qui étaient nés. Donc effectivement, on se dirige à grands pas vers le transhumanisme. Et malheureusement, là-dessus, il faut savoir que la réalité dépasse la fiction. L'avortement, ça ouvre la voie à la recherche sur les embryons, puisqu'ils ne sont plus considérés comme humains. C'est aussi une violence politique, digne du dialogue de Thucydide. Donc le dialogue de Thucydide, c'est une référence au débat entre les Athéniens et les Méliens. Dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide rapporte ce débat. Voilà. Donc les Athéniens, en fait, exigeaient que les Méliens se soumettent et payent un tribut, sous peine de voir leur cité détruite. Les Méliens affirment leur droit de rester neutres, faisant appel à la justice et à la compassion des Athéniens face à une cité pacifiste et sans défense. Les Athéniens répondent sèchement que la justice ne s'applique pas. Pardon. La justice ne s'applique pas entre puissances inégales. Ils mettent leurs menaces à exécution en les anéantissant. Donc cette référence est parlante puisque, en fait, actuellement, on proclame les droits de l'homme, on proclame l'égalité entre les êtres humains à partir de la naissance, et c'est là que c'est piégeux. En fait, on n'applique pas ces droits, cette égalité, ces principes, ces valeurs, on ne les applique pas à l'embryon, parce qu'il ne peut pas se défendre lui-même. C'est le signe le plus sûr du déclin d'une civilisation, le refus de ce miracle qui sauve le monde par lequel Hannah Arendt désignait la naissance.
Là, je vous ai cité des associations, des fondations pro-vie. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive des documentations contre l'avortement. Et même dans la culture, dans les manuscrits, dans les classiques, on peut y trouver la source même de la vie, la défense de la vie dès le début, dès la conception. Le serment d'Hippocrate lui-même, prononcé par tout médecin, ce serment original non altéré de l'Antiquité grecque constitue à lui seul un argument historique et déontologique, puisque je cite, dans le serment d'Hippocrate initial, il était écrit « Je ne remettrai pas non plus à une femme de pécer abortif ». Voilà, donc je pense encore qu'il y a encore beaucoup de références. Si vous en avez, je vous invite à en faire part dans les documentaires. Donc, merci beaucoup dans les documentaires, dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre implication. Je pense vraiment qu'à force de recherche et de persévérance, nos arguments vont être de plus en plus documentés et élaborés. Donc déjà, le fait de connaître quelques chiffres par cœur, c'est intéressant puisque ça rend compte de la situation. Ça montre qu'on est bien sûr renseigné sur le sujet, qu'on sait de quoi on parle. Le simple fait déjà de savoir qu'une grossesse sur 5 conduit à l'avortement, on se rend compte que la situation est grave, ça permet de le rappeler et c'est important de le dire. Ensuite, le fait d'analyser les causes et les conséquences, ça rend compte aussi de l'absurdité de la situation, puisque les causes de l'avortement, c'est l'individualisme, le consumérisme de la société. Ça montre qu'une nation qui ne pense pas à la génération future est une nation malade. Ensuite, toutes les problématiques qui sont liées au vieillissement de la population, aux retraites, eh bien, c'est dû déjà à une baisse de la natalité. Donc voilà, et en abordant aussi la question de manière globale par rapport aux conséquences de l'avortement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de culpabilité chez des femmes qui ont subi ça. Ensuite, il y a cette mainmise sur la fécondité, avec de nombreux avortements et de nombreuses PMA. Et bien sûr, à force qu'il y ait beaucoup d'avortements et beaucoup de PMA, on peut se dire que ça peut se répercuter de manière inquiétante, puisqu'il peut y avoir de l'eugénisme et du transhumanisme. Des enfants conçus naturellement sont avortés. D'autres enfants issus de parents stériles naturellement sont conçus par des techniques telles que la fécondation in vitro. Et donc c'est cette technique qui prend le pas peu à peu sur la nature, qui peut mener au tri d'embryons, à la modification même de l'ADN humain. Donc au niveau de l'altération de la création de Dieu, c'est la pire chose qui peut arriver. Donc ensuite, sur le fait d'enrichir son argumentaire de références déontologiques, historiques et littéraires, c'est intéressant puisque ça permet d'illustrer ses propos, de les illustrer par des faits avérés, mais aussi de donner des images qui témoignent de l'iniquité qu'il y a à supprimer la vie humaine in utero. Dans cet ordre d'idées, on pourrait même dire que comme le pharaon Ramsès II qui avait intimé la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles en Égypte, les pro-IVG intiment la mise à mort de tous les enfants à naître de parents pauvres, puisque les critères sociaux sont très très souvent pris en compte. Pour les pro-IVG, on pourrait se demander comment leur répondre. Puisqu'ils ont des arguments qui fait qu'ils tournent contre nous. Ils jouent justement sur ce registre de faire preuve d'humanité, ce qui est justement le propos. Ils prétendent que les femmes vont mourir de l'interdiction de l'avortement. Et non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les femmes qui meurent, elles meurent soit d'une erreur médicale, soit à la suite d'exercice illégal de la médecine. Elles ne meurent pas de l'interdiction de l'avortement. Donc là, si on parle par exemple des pays comme la Pologne, il y a eu ce sujet d'actualité où effectivement en Pologne, une mère est décédée. Ils vont faire croire que c'est l'interdiction de l'avortement qui a mené à ça, non? Parce que le médecin n'a pas repéré à temps le problème de santé qui était une complication de la grossesse et qui n'a pas réagi à temps. Donc la vraie solution, c'est la rigueur, c'est que chaque médecin exerce sa profession avec rigueur, avec discernement, qui sauve toutes les vies qu'il est possible de sauver. Effectivement, on ne va pas laisser une femme avec son enfant dans le ventre, alors qu'on sait pertinemment qu'ils vont mourir tous les deux. Si le seul moyen de sauver une vie, c'est de la faire avorter, eh bien, je pense que c'est aussi une question de bon sens et de connaissances scientifiques, de connaissances médicales. Ensuite, pour ce qui est de l'avortement clandestin, cette pratique, déjà, elle doit être sévèrement condamnée, sanctionnée. Il doit y avoir de vraies mesures qui sont prises contre l'avortement clandestin, mais aussi contre tous les exercices illégaux de la médecine.
Les jeunes filles, les jeunes femmes qui ont recours à l'avortement clandestin sont désespérées. La seule solution, c'est de leur redonner de l'espoir, c'est de les aider concrètement. Et non pas de légaliser l'avortement. C'est comme dire qu'il faut légaliser la drogue pour soi-disant mieux la contrôler. C'est un sophisme, un raisonnement foireux, du même type que de légaliser l'avortement pour mieux le contrôler. Dans ce cas, il faudrait tout légaliser pour mieux le contrôler. Légaliser l'alcool pour mieux le contrôler. Vous allez me dire que c'est déjà le cas, mais c'est pas du tout l'esprit islamique, ça, c'est pas du tout véridique. Légaliser la prostitution pour mieux la contrôler, légaliser le meurtre pour mieux le contrôler. Ça n'a pas de sens. Ensuite, les pro-IVG aiment bien dire aussi « et si c'est un viol ?» Alors ça, ils aiment les cas extrêmes. Ce qui me désole en fait dans cette histoire, c'est qu'on ne parle jamais du viol en se souciant réellement des souffrances des victimes. Par contre, on en parle pour trouver des prétextes et des justifications. Et ça commence toujours par « et si ?» Et si c'est un viol? Et si une météorite nous tombait sur la tête? Et si la Terre s'arrêtait de tourner? Et si? Parmi les 220 000 avortements par an en France, combien ont été pratiqués suite à un viol? L'exception fait-elle la règle ou la règle fait-elle l'exception? La logique veut que ce soit la règle qui fasse l'exception et non l'inverse. Les cas extrêmes ne justifient pas d'ériger une loi, mais une loi créera toujours des exceptions, des situations extrêmes où le respect de la loi sera plus difficile. À ceux qui sont contre la peine de mort, j'ai envie de vous demander aussi, et si c'est un viol? Vous ne condamnez pas les violeurs à mort alors qu'ils le méritent, par contre vous voulez condamner à mort un enfant innocent? Bien sûr, je pense qu'aucune femme qui attend l'enfant de son violeur n'a envie de s'en occuper, de l'éduquer, a peur peut-être aussi que cet enfant ressemble physiquement à son agresseur, ça peut être très traumatisant et perturbant. Mais qui on est pour décider qui doit vivre et qui doit mourir? Ça peut aussi être une épreuve, et Dieu n'éprouve pas n'importe qui, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Donc non, je suis désolée en fait, le viol ne justifie pas l'avortement. Et effectivement, vous allez être choqués et penser que je suis une malade et tout ce que vous voulez, mais j'assume, le viol ne justifie pas l'avortement. À la limite, le viol justifie la condamnation à mort pour le violeur, mais il ne justifiera jamais le meurtre d'un innocent. Voilà, donc c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps sur la documentation et l'argumentation, parce que ça me paraissait essentiel. Voilà, c'est un travail à faire, et donc ça va nous amener au troisième point. Ce qu'on peut tous faire, c'est dissuader. Une fois qu'on est bien informé nous-mêmes, on peut informer autrui. On peut dissuader des femmes d'avorter. On peut sauver ainsi des vies. Et c'est énorme. Bon, bien sûr, ça peut se faire de manière directe. Si une jeune fille, une femme vient vous demander conseil, eh bien, vous pouvez la diriger. Enfin, voilà, vous pouvez la diriger vers des solutions alternatives, des aides financières, des aides de logement. Je mettrai un lien, Inch'Allah, là-dessus. Porter la vie est un miracle. Garder l'enfant malgré les pressions sociales et familiales, voire même être mise à la porte par ses parents et aller vivre dans un foyer pour préserver la vie de son enfant, ça en vaut la peine. On peut le voir comme une épreuve, une expiation, une mission sacrée. Devenir parent, c'est se rapprocher de Dieu, ou ça peut nous faire revenir vers Dieu même. Donc voilà, après, même si vous connaissez très bien les personnes, que vous savez qui est le père de l'enfant, vous pouvez aller le voir aussi, le convaincre d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de cet enfant, de faire quelque chose pour lui, voire même si c'est possible, si les deux parents malheureusement ont commis le péché, mais qui se sont tous deux repentis, qui sont tous deux musulmans, pourquoi pas se marier? Il n'y a rien de mieux pour un enfant que d'être éduqué par ses parents. Ensuite, on peut dissuader sur Internet, dans les réseaux sociaux. Je vous invite à regarder la page Facebook IVG, vous hésitez, venez en parler. Là, effectivement, il y aura beaucoup de témoignages de femmes qui y ont pensé, des fois qui n'ont pas fait, qui ont fini par le faire d'une manière hâtive et qui regrettent par la suite. Et effectivement, ça permet de se rendre compte qu'on peut être utile en regardant ces témoignages, qu'on peut conseiller, qu'on peut redonner de l'espoir aussi à ces personnes. Voilà, ensuite, ça peut être de manière plus impersonnel, en partageant des publications, en rédigeant même des posts très courts, des textes, des articles, en écrivant des livres, pourquoi pas, en faisant des vidéos. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire sur l'avortement, c'est énorme. Ensuite, je parlerai de l'implication politique, qui paraît effectivement beaucoup plus difficile dans notre contexte actuel. Mais il faut savoir qu'actuellement, il y a ce projet de loi d'allonger encore le délai de l'avortement, puisque le délai légal actuellement en France, il est de 12 semaines, mais là, ils veulent le faire passer à 14 semaines. Fort heureusement, le 19 janvier de cette année, le Sénat avait refusé
en deuxième lecture ce projet. Il y a toujours une pétition sur internet, hein, puisque ça va pas s'arrêter, ils vont s'acharner pour obtenir leurs 14 semaines. Donc je vous invite aussi à signer la pétition. Voilà, d'ailleurs je crois bien que ce sera le dernier lien qu'il y aura en description de ma vidéo. Et je vous remercie vraiment pour tout. Donc pour l'implication politique au-delà de cette pétition, bien sûr, il y a le fait d'élire des personnes anti-avortement, c'est possible. Il y a aussi le fait de s'engager en politique. Si vous êtes intéressé par la politique, vous avez envie de vous engager en politique et que vous êtes vous-même pro-vie, vous pouvez penser déjà à un programme, à des idées bien sûr réalistes et faisables, mais il faudrait penser à des politiques de prévention de l'avortement, des programmes éducatifs, solidaires. Voilà, le fait de renforcer les solutions alternatives, de rétablir aussi le délai de réflexion, de mener une politique nataliste. Voilà, donc je vous fais une petite conclusion, du coup un petit bilan. Donc à notre niveau, ce qu'on peut tous faire du coup contre l'avortement, c'est prier, se documenter, argumenter, informer, dissuader des personnes d'avorter et de participer à l'avortement. On peut ainsi sauver des vies. Au niveau de l'implication politique, il faut croire que c'est possible, car tout est possible. Du moins, on peut au moins lutter contre les projets de loi qui visent à accroître cet avortement, à augmenter les délais, au moins faire en sorte que ça ne soit pas pire. Il faut savoir qu'en Europe, la Pologne est revenue là-dessus, Malte interdit l'avortement, donc oui, un État européen peut prohiber l'avortement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, vraiment un très très grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à donner vos idées dans les commentaires. Tous ensemble, tous qui condamnent l'avortement, on pourra mener des projets à bien avec l'aide de Dieu. Au plaisir de lire vos commentaires. Salam alaikum.